Donc, langage. En septembre dernier, j'étais dans une conférence. Il y avait un petit souper dans un restaurant du Myland que je ne nommerai pas. Puis, on arrive au souper, il y a un setup, des claviers, plein d'amplis. On mange le souper. Fini. Ouais. Il y a 2 filles. Ils se mettent à jouer de la musique. Je serais bien raide. Je les avais déjà vus parce qu'ils étaient allés faire sur le stage une toune avec Chili Gonzalez au Théâtre Outremont. J'entendais ça, Milk and Bone, Milk and Bone, Milk and Bone. Tout le monde parle de ça. C'est quoi cette affaire-là? Je suis donc bien déconnecté de la musique, je suis déprimé. Puis là, j'entends leur musique, puis je suis comme à la fois déprimé, mais comme super fondu, comme une livre de beurre au micro-ondes. Fait que je vais leur parler, évidemment. Hey, c'est super bon ce que vous faites, blablabla. Connaissez-vous Creative Mornings? Ouais. Ça vous tenterait-tu d'être speaker? Ah ouais. OK, go. Fait que j'ai signé Milk and Bone pour Creative Mornings. S'il vous plaît, accueillez très chaleureusement Camille et Laurence de Milk and Bone. Bonjour. Est-ce que ça marche? Allô. Oui. Laurence. Camille. Salut. On est complètement hors de notre zone de confort aujourd'hui. Totalement. C'est un peu stressant. Mais bon, on n'a pas l'habitude de faire ça. Généralement, on fait de la musique, on fait des spectacles et on évite le plus possible de parler entre les chansons. C'est bon, des défis, c'est bien. Merci Louis-Félix de nous faire confiance pour ça. Ça nous pousse à réfléchir encore plus sur le projet et ça, c'est toujours très agréable. Comme Laurence dit, nous, dans la vie, on fait de la musique. On est habitué de monter sur la scène, faire des chansons, prendre des applaudissements un petit peu, puis quitter. Souvent, quand on nous demande de parler à des gens, on envoie notre relationniste de presse, on envoie notre gérant, juste pour éviter un genre de situation comme ça, où on parle. Donc, excusez-nous si on est un petit peu peut-être gênés, mais c'est ça. Donc, l'opportunité aujourd'hui, pour nous, c'est super cool parce que ça nous permet de parler de notre travail d'une manière différente que d'habitude. Si on fait des chansons, tout ça, mais d'habitude, on ne va pas dans notre travail vraiment plus deep, parler de la langue. Fait qu'on est très, très contente d'être là aujourd'hui pour vous parler du langage. Pour commencer, bon, comme vous pouvez l'entendre, on est francophone. On écrit de la musique en anglais. Et on se fait souvent poser cette question, pourquoi en anglais? Ce qui fait qu'on y a beaucoup réfléchi. Puis il y a une raison à ça, en fait. On s'est rendu compte que pour nous, l'anglais, c'est la langue des émotions. Dans le travail, on parle en français, c'est notre langue de négociation de travail. À la limite, même qu'on travaille sur des chansons en anglais, on parle en français autour de ce moment de création-là. Mais la langue anglaise, c'est vraiment notre langue des émotions. Puis c'est pas la seule raison, en fait, pour laquelle on fait de la musique en anglais. Laurence et moi, on a grandi avec une éducation musicale qui est presque strictement anglophone. En grandissant, on écoutait de la musique qui est pas nécessairement québécoise. Laurence, toi, t'écoutais, je pense, du Stevie Wonder. Du Stevie Wonder, du Etta James, du TLC, du Simple Plan. Moi, j'écoutais du Britney Spears, Justin Timberlake, Timbaland, tout ce qui passait à la radio, Top 40, j'adorais ça. Sinon, c'était du classique instrumental, donc c'était strictement en anglais ou instrumental. Puis la musique québécoise francophone est venue par la suite. On a toutes les deux travaillé dans le milieu de la musique francophone en travaillant avec des bands, tout ça. Puis ça nous a permis de connaître les artistes d'ici, ce qui a été vraiment une découverte pour nous, quelque chose qu'on a adoré, qu'on a découvert des gens de talent extraordinaire. Mais c'est vraiment venu par la suite quand on est venu dans nos late teens, fait qu'on avait peut-être 19-20 ans à peu près. À peu près. Mais c'est pour ça, je crois, que l'écriture en français n'est pas nécessairement naturelle pour nous. L'anglais... En fait, la musique qu'on écoutait dans nos early teens, donc plus vers 12, 13, 14 ans, c'était strictement en anglais. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience d'écouter une chanson et d'avoir l'impression qu'elle a été écrite pour vous, pour la situation que vous vivez à ce moment-là, avec votre chum de 14 ans ou votre blonde de 14 ans de l'époque, et de penser que vous pourriez mourir en écoutant cette chanson-là. Je l'ai vécu, ça, et quand je l'ai vécu à cet âge-là, j'avais à peu près... j'écoutais de la musique strictement en anglais. Et je pense que c'est là que se forge le langage et le vocabulaire des émotions, et c'est ce langage-là qu'on utilise quand on écrit nos chansons ensemble. Une des choses qu'on préfère faire ensemble et qu'on se doit de faire, c'est se partager de la nouvelle musique. On est
hyper curieuse musicalement. On est tout le temps à la recherche des nouvelles sonorités, des nouveaux bands, des nouveaux sons, des nouveaux instruments, des nouveaux synths, des nouveaux plugins. On utilise beaucoup toutes les plateformes comme SoundCloud, comme Hype Machine. On est des grandes fans de Songza qui se meurt, malheureusement. Rest in peace, Songza, Google Play. Blog 50, c'était la playlist qui était une grande référence pour nous, en fait, pour découvrir des nouveaux artistes, qui rassemblait tous les artistes qui sont les plus présents sur les blogs musicaux. Et on s'envoie ça sans cesse pour s'inspirer, pour être à jour, pour faire ça, c'est cool, ça, c'est nous, ça, c'est vraiment pas nous. Ça, c'est une des choses qu'on aime le plus faire. Et on se rend compte aussi que ce qu'on partage comme musique et ce qui est présent sur ces plateformes-là, ben, majoritairement, c'est tout en anglais. Vous penserez peut-être que le fait de faire de la musique en anglais, pour nous, c'était un grand plan marketing pour dominer le monde de la musique, mais c'était pas le cas. En fait, nous, ça n'a jamais été un choix pour nous de faire de la musique en anglais. C'est arrivé comme ça. Ouais. Puis, c'était pas un choix, mais on peut pas nier que, oui, ça nous a aidé. Ça nous a aidé à aller rejoindre un public beaucoup plus large que, par exemple, si tu chantes en français, puis ça, c'est un grand plus. C'est sûr qu'on a pu être présent sur toutes les plateformes. Bon, il y a des trucs de toutes les langues qui se partagent, mais de pouvoir livrer un message qui est compris par des gens qui parlent espagnol, qui parlent italien, qui parlent chinois comme langue première, ça, c'est un gros plus, puis ça, c'est sûr que c'est une aide du fait de chanter en anglais. Il y a aussi le fait qu'on écrit nos chansons, je veux dire, on raconte des histoires qui sont très descriptives, on raconte des histoires qui nous sont arrivées réellement, mais on les raconte à travers un vocabulaire d'émotions, ce qui fait que notre musique est très imagée, on la partage dans un langage qui est assez simple. On parle d'émotions, on parle pas nécessairement, on ne vous décrit pas une chanson, une situation vraiment de manière justement descriptive, mais donc je pense que ça c'est une manière aussi d'être mieux compris plus simplement par les gens à travers le monde. Langage commun et esthétique commun. Si vous pensez à votre chanson préférée du moment, à votre groupe préféré, vous allez peut-être penser à juste la chanson qui vous fait triper, les paroles, tout ça. Vous n'allez peut-être pas nécessairement penser à le réalisateur derrière ça, ou même la maison de disques derrière eux, l'équipe promo, tout ça. Mais c'est ce qui fait vraiment qu'un groupe est connu et reconnu, et c'est ça qui fait la notoriété d'un groupe. Dans notre cas, à nous, on a créé le band en 2014, je crois, c'est très récent, c'est quand on s'est nommé. Et à ce moment-là, c'est très conscient comme décision de créer un band. On savait qu'on allait être un duo, qu'on allait faire de la musique et qu'on allait essayer de make something out of it. Puis donc, à ce moment-là, quand on a nommé le groupe Milk and Bone, on s'est dit, faisons un projet qui est esthétiquement fort, qui a un branding très précis, et on a décidé d'être très rigoureuse là-dessus et que ça allait être un point qui est non négociable dans le processus créatif. Donc, Milk and Bone, c'est un band, c'est de la musique, mais c'est aussi une esthétique très travaillée, très contrôlée par nous. Par exemple, si on regarde nos photos de presse... Ah non, notre logo. Y a-t-il notre logo? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. OK. Alors, bon, en fait, il y avait le logo qui était là au début. On a travaillé avec Feed, qui est une agence de design avec Anouk chez Feed, qui nous a trouvé une typo. Donc, toutes les typos, que ce soit dans une vidéo, perfo, on demande aux gens d'utiliser notre typo pour qu'il y ait toujours un branding Fox. Cette typo-là, c'est Milk and Bone. Ce logo-là, c'est Milk and Bone. Les photos de presse qui suivent, on a travaillé avec Le Pigeon, qui est un ami proche. On les a faites au début. On avait envie de travailler au début avec des gens qui étaient proches de nous, qui nous connaissaient, qui connaissaient qui on était en tant que personne, en tant qu'artiste. Et on est allé avec un truc de très classique, très noir, très liché, un petit peu dark. Milk and Bone, il y a une certaine noirceur là-dedans. Voilà. Troisième photo de presse. Donc, c'est dans le processus du premier album, on voulait travailler toujours avec les mêmes personnes pour construire un travail qui était... qui allait continuer d'évoluer avec les mêmes personnes. Donc, pour le premier album, tout ce qu'on a fait, toutes les photos qu'on a faites officiellement pour notre projet, on les a faites avec Le Pigeon. Donc, il a fait ces photos-là. C'était d'autant plus important pour nous de travailler avec des gens proches de nous et avec les mêmes personnes au début, parce qu'au début du projet, tu te forges une identité, tu cherches une identité, tu cherches à la définir clairement, puis de travailler avec des personnes qui nous connaissent,
puis de retravailler avec ces personnes-là. Il y a une ligne directrice assez claire qui se forme. Puis pour nous, au début, c'était de la recherche. Il y avait des idées, mais tout au début, c'était de la recherche d'un branding, d'une identité. Ensuite, on a ici des photos en spectacle. Comme vous pouvez voir, on met toujours, peu importe quel spectacle on fait, souvent on a des projections, mais quand on les a pas, quand on fait une première partie ou peu importe, on utilise toujours notre logo en arrière pour que les gens voient que c'est nous. Quand ils voient ce logo-là, ils se disent, bon, ben, c'est Milk and Bone, on les a vus en spectacle, ce logo-là nous dit quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est des photos en spectacle. Donc, la pochette d'album, on avait envie d'y aller présenter nos visages sur la pochette. Les gens ne nous connaissaient pas nécessairement beaucoup, mais on n'avait pas nécessairement envie d'avoir une photo. On avait envie d'être un peu plus distancé, de juste, c'est notre face, c'est notre pochette. On est allé avec le marbre, quelque chose d'un peu dur, il y a quelque chose d'un peu dark, mais avec un fond assez doux, assez féminin aussi. Je pense que musicalement, Milk and Bone, c'est un peu ça aussi. Il y a une certaine froideur, il y a une certaine noirceur, mais il y a aussi quelque chose de très féminin, de très doux, de très vrai aussi. Donc, on joue beaucoup avec cette dualité-là. Puis, on avait envie de le représenter sur notre pochette. Donc, ça, c'est Soleil Deneau qui a fait la pochette avec nos idées, qui a réussi à envoyer, à faire un tout avec nos 1000 idées un peu éparpillées. Puis encore une fois, Soleil, c'était quelqu'un qui était assez proche de nous, qui nous connaissait. Ensuite, on voulait amener l'esthétique 3D pour rappeler le vocabulaire Milk and Bone en spectacle. Donc, on a fait créer des projections par Félix Gour, qui a pris l'aspect un peu 3D de notre pochette pour l'amener en live ensuite, pour avoir encore une répétition du vocabulaire. Donc là, on peut voir ici les photos en live on peut pas aller voir les projections en action, mais c'est voilà, les photos en live avec la projection 3D. Donc, c'est ça, juste pour rappeler un peu le vocabulaire qui est constant dans notre projet. Puis on trouvait ça important d'accompagner notre spectacle live par un visuel fort, un visuel qui était proche de la pochette. Aussi parce qu'on a décidé de faire le spectacle seulement à deux. Milk and Bone, c'est nous deux, c'est vraiment toutes nos chansons. Et on sentait que pour défendre ce projet-là en spectacle, c'était juste logique que ça soit seulement nous deux sur scène. Et comme quand t'es deux, ben t'as les mains très pleines, ça ajoutait un élément un peu dynamique aussi au spectacle. Lorsqu'est venu le temps de faire notre premier vidéoclip, qui est le vidéoclip de New York, qui est un vidéoclip tout en noir et blanc, à ce moment-là, on n'avait pas d'équipe, on n'avait pas d'argent du tout. Et on avait envie de faire un clip qui allait mettre sur les réseaux sociaux, en fait, qui allait être « Voici Milk and Bone, voici à quoi ça ressemble, voici notre esthétique ». C'était important pour nous que le premier clip soit très fort esthétiquement et que soit hyper représentatif de notre esthétique. Donc, on est allé avec une amie qui est une amie de 14 ans, que je connais depuis hyper longtemps, qui nous connaît bien, en qui on a extrêmement confiance. Et on a fait ce clip-là avec 2000 $, ce qui est absolument rien. Donc, il n'y a personne qui a été vraiment payé. Tout le monde était juste comme « OK, let's go, on fait un truc ». Tout le monde était passionné, tout le monde a donné tout ce qu'il y avait. On a fait le clip en une journée, en studio, avec plein de matériel emprunté un peu partout, avec une team de 3 personnes, plus nous. Le vidéoclip a été Vimeo Staff Pick. Et ça a été une super belle expérience. En fait, nous, on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup travailler avec des équipes petites qui partagent une certaine vision commune, très forte, et qui sont dévouées à un projet, plus que peut-être avec une grosse équipe et beaucoup d'argent. Des fois, d'avoir moins de ressources, ça te force à aller directement au but. Donc, pour nous, ça a été une super expérience. Puis, je pense que, bon, on a 2 clips qui sont sortis, mais je pense que ce clip-là, c'est le clip qui représente le mieux notre identité visuelle en tant que band. Pour le deuxième clip qu'on a fait, c'est le clip, en fait, je ne sais pas si vous connaissez la chanson Coconut Water, elle est un peu plus tropicale. Elle s'appelle Coconut Water, on parle là-dedans de plage, de soleil, tout ça. Donc, on ne voulait pas une esthétique pareille que New York, on voulait aller vraiment ailleurs, puis on s'est dit, on est dans le début de notre projet, pourquoi pas expérimenter un peu, connaître quelle est notre esthétique, faire des tests. Alors, on avait aussi envie, vu que la chanson évoque tellement la plage et le soleil, de ne pas aller vers ça. On se disait, c'est trop facile, on va absolument à l'inverse, puis on fait un truc complètement fou.
Donc, ce qu'on a fait, on a travaillé avec... je vais vous montrer ça a l'air de quoi. Voilà. Alors, on a travaillé avec un très jeune réalisateur qui s'appelle Romain F. Dubois, qui avait déjà fait un clip qu'on avait beaucoup aimé, avec une esthétique très manga, un peu japonaise. Puis on s'est dit, allons vers ça. Le clip se passe à New York, puis c'est l'histoire de deux jeunes, des amis, puis il y a une histoire un peu d'amour, un peu croche qui se passe. Puis après ça, ça finit en manga japonais. Puis à la fin du clip, il y a des pénis volants qui s'envolent vers le ciel. Donc, on est vraiment allé à l'opposé complètement de notre clip de New York qui était très sobre, très liché, très nos visages un peu sérieux, tout ça. C'est une expérimentation qu'on a faite. On a testé quelque chose. Finalement, on s'est rendu compte qu'on aimait mieux l'esthétique de New York. Mais tout ça pour dire que dans les débuts d'un projet comme ça, on se donne une marge de manœuvre, une marge d'expérimentation que je pense qui est importante pour cerner un peu plus quel est notre vocabulaire esthétique, notre langage pour les prochaines années qui vont s'en venir. Puis quand je disais tout à l'heure qu'on s'envoie constamment de la musique, on s'envoie de la musique, mais on est très curieuse aussi des stratégies marketing des autres artistes. Donc, on regarde beaucoup leur présence sur les réseaux sociaux, leur stratégie web, Twitter, Instagram et tout ça. C'est important pour nous de regarder ça pour pouvoir avoir une bonne stratégie et l'adapter, en fait, à notre projet. Donc, par exemple, si on prend des Grimes ou Petite Meller, qui a une esthétique hyper unique, vraiment à elle, tu vois un clip de Petite Meller, puis tu dis « ça, c'est Petite Meller ». Bon, évidemment, c'est pas inspiré de tout son visuel parce que c'est très rose, bonbon et féminin, mais pour tout ce qui est des stratégies web, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup et on est très pointilleuse sur la manière d'être présente sur les réseaux sociaux. On est derrière chaque post, on est un peu rushante là-dessus. En fait, on veut pas déléguer absolument rien là-dessus parce que c'est un projet qui est personnel et pour nous, c'est important d'être présente derrière tout ce qui est diffusé sur le web, sur toutes les plateformes. Alors, je pense que tout le monde connaît ici Beyoncé ou Adele. J'imagine. On connaît tous des chansons comme Drunk in Love ou Hello. Qu'on les aime ou pas, je pense que tout le monde peut s'entendre sur le fait que c'est des tubes internationaux qui ont fonctionné et que, je pense que c'est le plus gros tune de l'année ou de l'année dernière. Mais en tout cas, peu importe. Quand on entend ces chansons-là, je pense qu'on se dit qu'on les aime pas. On se dit c'est une chanson de Beyoncé, c'est une chanson de Adele, mais on se pose pas nécessairement la question à savoir qui a vraiment écrit cette chanson-là. Donc, dans le cas de Drunk in Love de Beyoncé, on peut voir que les writers sont... on peut les voir ici. Voilà. Donc, il y en a une couple. Là-dedans, oui, il y a Beyoncé puis il y a Sean Carter, Jay-Z. Mais si on la compare avec une chanson comme Hello de Adele, qui a ici 2 writers. Il y a des artistes qui sont seulement interprètes, qui font appel à des auteurs pour écrire leurs chansons. Il y a des artistes qui font partie de la team de writers qui écrivent leurs chansons. Il y a des artistes qui choisissent d'écrire leurs chansons par eux-mêmes. Et nous, on se situe dans la 3e catégorie, en fait. On écrit toutes les chansons à 2, puis on les interprète aussi en spectacle. C'est à moi, parfait. Donc oui, on écrit tout à 2. Il y a beaucoup de façons d'écrire des chansons, mais il y a 2 manières qu'on utilise principalement. La première qu'on utilise un peu moins souvent, c'est écrire, en fait, partir à la base à 2. Donc, écrire les accords ensemble, écrire les mélodies ensemble, écrire les paroles, trouver une idée, faire comme, OK, j'ai envie de parler de ça, puis y aller ensemble. Et la deuxième manière, qui arrive beaucoup plus souvent, qui est une manière beaucoup plus personnelle et qui généralement vient d'une place un peu plus vraie, d'une vraie émotion qui a besoin de sortir, qu'on a besoin de partager. C'est, par exemple, Camille écrit une chanson toute seule chez elle ou un bout de chanson, me le partage, après on le travaille ensemble. Donc, chaque chanson est travaillée à 2, même si une chanson est écrite complètement par Camille ou par moi, musicalement par la suite, ou même on travaille le texte ensemble ou les idées. Tout est travaillé à 2, mais bref, quand ça vient d'une vraie place, ça part. Je recommence. Quand on travaille une chanson toute seule, généralement, ça part d'une place un peu plus vraie, mais bref, c'est toujours pareil. Le cas d'écrire une chanson
À deux, c'est arrivé quand, dans le cas d'une chanson qui s'appelle Easy to Read, qu'on a mis sur notre album. Dans ce cas-là, Laurence avait écrit un morceau de chanson. Puis après ça, elle a eu le writer's block, elle est arrivée à un endroit où elle était plus capable d'écrire, puis elle m'a demandé mon aide. Moi, ce qui a été important que je fasse là-dedans, c'est que je m'adapte à son vocabulaire et à son langage, qu'elle me raconte très précisément c'était quoi l'histoire de cette chanson-là. Là, ici, on peut la lire, on peut comprendre plein d'affaires, mais moi, j'ai eu l'histoire qui est vraiment arrivée. I have the scoop. Puis... Et après ça m'a permis de me plonger un peu dans ses émotions, puis d'adapter mon vocabulaire à comment elle se sent pour pouvoir écrire une chanson qui semble pouvoir avoir été écrite seulement par Laurence, mais qui finalement est un peu dans le milieu de nous deux, avec un langage qui a été adapté pour nous deux. Oui. Puis pour ça, en fait, c'est une grande richesse d'être à deux dans un travail d'écriture, particulièrement avec quelqu'un qui me connaît aussi bien que Camille. J'ai de la misère à imaginer faire ce travail-là avec quelqu'un qui me connaît pas aussi bien parce que... on cherche quand même à écrire des chansons qui ont une vérité, qui sont vraies, qui disent des choses qui sont totalement vraies. Et j'avais écrit les 2 premiers couplets, puis le refrain, puis j'étais complètement bloquée. Puis j'ai amené la chanson à Camille, je lui ai expliqué ce qui se passait, puis elle me connaît tellement bien qu'elle pouvait comprendre ce que j'avais besoin de dire, puis d'où ça venait. Puis elle a pondu les deux paragraphes après en 10 minutes, et c'était complètement cohérent. Et j'étais très contente. Donc, pour ça, c'est une richesse d'être à deux pour le travail, de se challenger dans l'écriture aussi. Pour cette chanson-là, comment j'ai fonctionné pour aider Laurence, en quelque sorte, c'est que j'ai noté un petit champ lexical sur un bout de papier, puis je suis un peu partie de ça pour avoir des idées, pour compléter un peu la chanson. Puis ensuite, c'est quelque chose qu'on a utilisé, un système qu'on a utilisé pour les chansons par la suite pour commencer une chanson à deux. Donc, c'est ça, c'est notre système qu'on utilise maintenant. On a utilisé PowerPoint. Pour le champ lexical? Oui. Alors, c'est quelque chose qui est arrivé, en fait, pour la chanson Coconut Water. On l'a commencé avec des accords. On s'est juste dit, on va essayer de faire une chanson qui est différente de nos premières chansons. Commençons avec des accords. On a le genre de mood qu'on veut. On est allé chercher des références claires pour ce qu'on voulait. Puis ensuite, on a écrit sur un bout de papier. À la base... C'est important de dire que quand on écrit des chants lexical, on rejette absolument aucune idée. On écrit tout ce qui sort. Alors, à la base, la chanson s'appelait Hot Spring. Et donc, on voulait ça faire une chanson tropicale. On voit des mots comme, justement, lagoon, yacht. On a aussi money, mango, palm tree, lemonade, sweaty, no clouds around. Il y a des mots là-dedans qu'on a gardés pour la chanson. At the end of the day, et là, on le voit ici, on ne le voit peut-être pas là, mais le terme coconut water, on a trippé là-dessus, puis finalement, c'est devenu le titre de la chanson, puis on est parti de cet élément-là pour construire ensuite la chanson alentour. C'est ça. Ouais. Une des choses qu'on s'est rendu compte, qui nous a fait un peu rire, en fait, c'est que quand on part d'un champ lexical comme ça, on s'est rendu compte que les 15-20 premières minutes de travail et d'idées est complètement ridicule et impertinent. Généralement, les 15-20 premières minutes d'écriture est vraiment drôle. En fait, on ridiculise nos idées, on sort des plus gros clichés, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que après ces 15-20 minutes de niaiserie, généralement, on a éliminé tous les clichés à la blague pour se concentrer seulement sur l'essentiel, ce qu'on veut mettre dans une chanson. Donc, c'est notre processus de travail, quand on utilise un champ lexical, de faire un peu les imbéciles au début, puis de devenir très sérieuse et très triste par la fin. Faut aussi comprendre qu'on n'est pas un band, on est un band sérieux, mais on n'est pas des personnes très sérieuses entre nous deux. Donc, c'est important pour nous, dans le processus créatif, d'amener quelque chose d'un peu plus blagueur, juste pour au moins rendre ça plaisant. Au moins un petit peu. Alors, une autre chanson qu'on a créée un peu comme ça, From Nothing, c'est la première fois qu'on est allé travailler avec quelqu'un d'autre, qu'on a amené notre groupe ailleurs. On est allé à Toronto travailler avec un producteur torontois qu'on connaissait pas du tout. On est arrivé là-bas, on a eu 3 heures pour travailler avec lui pour créer une chanson de A à Z. Donc là, encore une fois, on a utilisé un champ lexical qui est celui-là. Dans ce cas-là, ici, c'est un peu plus dark, il y a moins d'affaires tropicales, on pose plein de questions. La chanson n'est pas encore sortie, elle va sortir très bientôt en février. Mais ce qu'on a utilisé finalement, c'est plus ce qui se passe à la fin, Love, Lust, Drug, avec point d'exclamation, et Overdose. Donc la chanson s'appelle Poison.
pour nous, l'importance de travailler à deux, c'est principalement pour pour rester vrai, pour rester proche, pour rester nous. On travaille à deux en studio avec notre réalisateur Gabriel Gagnon, qui travaille chez Apollo, et qui est aussi un ami de très longue date qui nous connaît super bien. Donc, encore une fois, pour l'album, autant que pour la pochette que pour les vidéos, il fallait travailler avec quelqu'un de proche, surtout pour l'album, en fait, parce qu'on avait des chansons, mais c'était des chansons piano-voix, c'était des chansons ukulélé-voix, et il fallait trouver un son Milk and Bone, il fallait trouver une direction, et on avait envie que ça nous ressemble, donc il fallait qu'on soit impliqués très proche, qu'on soit très impliqués dans le processus avec Gabriel. Puis pour nous, la seule manière de se permettre d'aller travailler avec d'autres gens, c'était d'avoir une identité très claire, très précise, d'avoir vraiment confiance en cette identité-là. Et à ce moment-là, on n'avait pas peur de se compromettre. On savait que ce qu'on allait faire, ça allait être du Milk and Bone. Une fois que on était confiante de notre branding, de notre projet, de notre identité, on s'est permis d'aller travailler justement avec le producer de Toronto qui habite maintenant en Angleterre, qui s'appelle Deebs. Puis on souhaite le faire de plus en plus. Ça nous fait sortir des idées différentes, des sons différents, mais Milk and Bone est quand même toujours... ça se reconnaît tout le temps dans ces projets-là. En fait. Un autre exemple de collaboration dans lequel on a participé, c'est dans le cas où le réalisateur Pods nous a demandé de créer la bande sonore de son film King Dave qui sort en 2016. C'est un projet qu'on n'avait jamais fait un projet comme ça. On n'a jamais écrit de musique à l'image, on n'avait jamais participé à un tel projet. C'est la première fois pour nous d'écrire une musique qui allait se baser sur quelque chose. Dans la vie, nous, on écrit des chansons, puis par la suite, on fait des vidéoclips. On se base là-dessus pour faire du visuel. Puis là, c'était le contraire pour nous. Et encore une fois, c'était l'opportunité pour nous de vérifier la solidité de notre projet, de notre branding, de l'esthétique qu'on s'était donné, puis de la transposer sur un film, de voir à quel point on allait pouvoir écrire une musique qui n'allait pas être la nôtre, mais dans laquelle on allait pouvoir se reconnaître, dans laquelle on n'allait non plus pas compromettre le film pour lequel on écrivait la musique. Donc, on était très, très, très contents de participer à ce projet-là, puis on a très hâte de voir le film qu'on n'a pas vu encore, d'ailleurs. Bon, quand on pense à langage, on pense toujours en premier à la langue. Ce qui est magnifique en musique, c'est qu'il y a plusieurs types de langage. Il y a le vocabulaire, il y a les accords qui sont un langage, il y a la sonorité, il y a les rythmes, les mélodies, qui sont tous des éléments distincts, qui peuvent évoquer quelque chose tout seul, qui peuvent nous faire ressentir quelque chose, qui peuvent nous parler tout seul, mais aussi ensemble. Il y a certains artistes comme quelquefois Sergio Ross écrit des chansons en langage qui est complètement inventé. Toutes les chansons du Cirque du Soleil sont écrites dans un langage qui est inventé, puis ça les empêche pas de porter un message qui est chargé d'émotions. Puis c'est tout ça pour dire que le langage, c'est beaucoup plus que la langue. Merci. Beaucoup. Merci.